Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la thématique du climat en se demandant, tiens, ce qu'en pensent les épargnants. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Faller, directeur général adjoint chez CPRAM. Et ça tombe bien parce que vous les avez sondés, interrogés à l'occasion de la 6e édition du baromètre de l'investissement responsable, étude menée donc par Opinionway. Alors déjà, quel est le profil des gens que vous avez sondés? Alors, on a fait les choses de manière très sérieuse comme d'habitude, donc Opinionway avec un panel de 1000 épargnants, pas les Français, ceux qui ont de l'épargne, 1000 Français, et avec une granularité assez forte, on peut distinguer ceux qui sont autonomes, ceux qui sont conseillers, ceux qui se déclarent sachants dans le monde d'investissement responsable, ceux qui se déclarent totalement en manque de connaissances. On a pu aussi distinguer les primo-souscripteurs, c'est-à-dire ceux qui, pour la première fois, ont pu souscrire un fonds climat. Parce qu'il faut bien avoir en tête que cette fois-ci, on a focusé l'étude sur la partie climat. C'était le thème ultra dominant de toutes nos études depuis longtemps. 90% des épargnants disent que dans le monde durable, c'est la thématique qu'ils veulent privilégier. Bon, les enseignements, il y en a plusieurs. On va les passer en revue. Notamment, on sait que c'est une période qui est plus délicate pour les fonds, on va dire ESG, ISR, notamment climat, avec des vents contraires sur cette thématique, mais malgré tout, une forme de résilience. Exactement. Il y a des vents contraires, on le sait, on le voit dans la société de manière générale, mais la dynamique reste là parce que le taux de détention baisse à peine. Il passe de 44% en 2024 à 41%. Qu'est-ce qu'on appelle taux de détention? Ceux qui, parmi le panel, déclarent avoir un fonds orienté climat dans leur portefeuille. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. En absolu, c'est pas mal. Et finalement, relatif, alors qu'il y a quand même beaucoup de vents contraires, comme vous l'avez rappelé, on baisse que de, entre guillemets, 3%, de 44 à 41. Et quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est, encore une fois, grâce à la granularité de l'étude, on a pu regarder ceux qui, pour la première fois, souscrivaient. Et c'est pas les primo-occidents de l'immobilier, c'est les primo-souscripteurs. Voilà. Exactement. Et là, le poids monte. Ils deviennent même quasiment un quart des détenteurs, puisque ça monte de 7 à 9, donc c'est un quart des souscripteurs. Et ceux-là, on a pu regarder quel profil ils ont, parce que ça nous intéresse. Alors, déjà en termes d'âge, ils ont quel âge? Justement, on peut croire qu'ils sont très jeunes, et en fait, ils sont encore jeunes, dans l'âge, 43 ans moyenne. 43 ans, et ils ont des caractéristiques qui leur sont propres. Un, ils se déclarent largement sachants dans le monde investissement responsable, et ils sont très souvent conseillés. On voit qu'il y a un lien entre celui qui est conseillé et celui qui commence à investir dans les fonds climat. L'âge en moyenne c'est plus large, c'est 50 ans autour. D'accord, donc effectivement, c'est un peu plus jeune. Oui. Donc l'éducation financière montre que les épargnants qui sont les plus informés sont ceux qui sont conseillés, et c'est cette part-là qui progresse plus vite. Exactement. Alors ça commence par une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on voit que c'est les épargnants les plus informés qui sont aussi les plus engagés. Et d'ailleurs, ils commencent à faire un lien entre les événements climatiques qu'ils connaissent, donc l'année dernière, les feux de forêt en Gironde ou cette année dans l'Aude, etc. Ils commencent à faire un lien entre les événements climatiques et l'orientation de leur épargne. 85% des primo-souscripteurs disent « Oui, j'ai fait un lien entre mon acte d'épargne et les événements climatiques auxquels on fait face ». Et dans l'ensemble des épargnants, c'est 45%. Donc on voit bien qu'il y a, encore une fois, les primo-accédants se distinguent assez nettement. Alors l'autre point, c'est sur la performance. En fait, on interroge. Et j'ai une petite question. La conclusion, Arnaud, c'est de dire que finalement, plus on est conseillé, c'est ça, plus on est convaincu, et plus on passe... Et plus on passe à l'acte. Exactement. C'est vrai qu'il nous manque la classe des autonomes, ceux qui se déclarent autonomes. Et c'est ceux qui le détiennent le moins aujourd'hui. Quelle est la part Ils sont entre 35 et 38% des autonomes. Bon, c'est déjà... Il en reste, évidemment, c'est normal. Mais on voit que c'est ces gens-là qui, pour autant qu'ils acceptent le conseil, pourraient basculer dans les fonds à orientation climat. On va parler des performances, mais juste, j'imagine que, vous leur avez posé la question, ces investisseurs qui soient autonomes, conseillés, ils veulent du concret? Oui. Ils veulent comprendre ce dans quoi ils investissent? Exactement. Les principaux freins, c'est la manque de connaissances, on a évoqué. D'ailleurs, il y a 50% des épargnants qui disent qu'ils n'ont pas encore la bonne connaissance, et en fait, ça progresse. On peut croire qu'avec le temps, la connaissance se diffuse, il faut être humble et reconnaître qu'on a encore du travail à faire, que ce n'est pas vrai, qu'il y a encore beaucoup d'accompagnement à dérouler, et
ils veulent effectivement, l'autre frein, c'est qu'ils veulent du concret, ils veulent encore plus comprendre. Donc, l'économie de demain, c'est quelque chose qui les attire évidemment, donc notamment toutes les activités vertes, parce que c'est plus tangible. Alors c'est vrai que dans le monde non coté, c'est encore plus facile à illustrer que dans le monde coté, mais pour autant, on voit un intérêt croissant sur l'ensemble des fonds climat, que ça soit coté, non coté, que ça soit infrastructure ou des actions grande cap. Bon, et pour ça, pour savoir, pour ne pas se tromper, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui existent sur la place, qui sont des fonds climat, est-ce qu'ils utilisent les labels? Comment ils font leur sélection, j'ai envie de dire? Alors, les labels, évidemment, c'est un gage de confiance, mais ça ne suffit pas. Ils veulent aussi plus de critères clairs et notamment, par exemple, les exclusions, ils veulent que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on exclut? Donc, ils plébiscitent les exclusions fossiles, de manière cohérente, mais ils veulent quand même avoir une meilleure lisibilité des fonds. Et donc, on a un travail à faire aussi nous, de notre côté, sur le reporting, pour qu'il soit plus complet, plus clair, plus lisible. Parce qu'ils veulent rentrer dans le détail, tant mieux, puisqu'on voit bien que plus les gens sont conseillés, plus ils sont sachants, plus ils investissent. Donc, il faut répondre à cette demande. Qu'est-ce qu'ils disent en matière de performance attendue? Alors, en matière de performance, on a posé la question précisément, à niveau de risque équivalent, quels sont les critères que vous privilégiez actuellement dans le cadre de votre épargne? Uniquement la performance financière, ou la performance financière et extra-financière, ou uniquement l'impact positif? Et cette question-là, on l'a posée depuis 4 ans. Donc on peut voir une évolution plus large que juste depuis 2024. Ceux qui veulent que l'impact, on voit qu'il baisse de plus en plus en termes de poids. Ça passe de 16% à 6%. Ceux qui veulent la performance financière uniquement progressent en face de ça, de 34 à 51%. Et ceux qui veulent l'équilibre entre les deux, qui ne veulent pas choisir entre l'un ou l'autre, ça reste globalement stable entre 48 et 42%. Il nous semble que, et d'ailleurs, les primo-souscripteurs, eux, par contre, ils veulent à 70%, ils veulent bien cet équilibre entre les deux. L'équilibre, c'est-à-dire entre performance financière et performance extra-financière. Comment on explique ce que c'est que la performance extra-financière? C'est, est-ce que l'impact positif que mon portefeuille peut avoir, et justement, il faut l'illustrer dans les reportings. Donc l'évolution en 4 ans, c'est de voir qu'il y a une demande de performance financière. Oui, mais surtout au détriment de ceux qui ne voulaient que l'impact positif. Voilà. C'est un bon équilibre. Oui. Exactement. Et alors, comment on peut l'expliquer? Parce que alors, il faut se rappeler que depuis plusieurs années, les fonds clean tech, ceux qui jouent à la clean energy de manière générale, qui apportent des solutions, ont rencontré des déceptions sur les marchés. En termes de valorisation boursière, sauf cette année, mais sur 5 ans, c'est vrai que c'est globalement une baisse. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que ces valeurs solutions, d'abord en bourse, valaient relativement cher. Il y avait des price earnings, le multiple de bénéfices, des fois au-delà de 50. Donc derrière, c'est très difficile de délivrer. Parce que, voilà. Et l'autre chose, c'est d'ailleurs, quand il y a eu la hausse des taux longs, qu'on a connue en 2022, etc., notamment, et évidemment, c'est des sociétés de croissance à long terme qui ont été handicapées. Donc nous, ce qu'on dit, il faut évidemment des valeurs de solutions, mais il ne faut pas avoir que ça en portefeuille, parce que les valorisations ne sont pas forcément adaptées et parce que la volatilité de ces valeurs-là est trop forte. D'où il faut faire bouger l'ensemble de l'économie et ne pas uniquement avoir ces valeurs-là en portefeuille. Et dans ce cas-là, les stratégies qu'on a menées, nous, ça a très bien traversé le cycle des 5 ans. Bon, l'enseignement au global, on retient quoi donc de cette étude? Il y a des vents contraires, on n'est pas naïf. En revanche, une résilience assez forte et regardons voir les primo-accédants qui ne sont pas que les jeunes de 30 ans, puisqu'on a vu la moyenne d'âge 43. Ceux-là, plus ils sont conseillés, plus ils se déclarent sachants et ils sont convaincus. Donc c'est un message d'espoir pour la suite. Allez, merci beaucoup. Explication signée Arnaud Faller, directeur général adjoint chez CPRAM. Merci Arnaud. Merci David. Et Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.